On avait évoqué au mouvement de Goffman, de Foucault, de revenir sur de faire un petit état de l'art, petit, hein, parce que de fait, sur l'état actuel de la psychiatrie. Et donc j'ai obtempéré, sachant que tout de même, bon, je dirais bien sûr quelques mots de la situation plus actuelle de la psychiatrie en France. Je suis restée essentiellement française par rapport à ça. Et puis en revanche, de revenir, parce qu'en fait, nous sommes très proches dans la réflexion aujourd'hui au niveau de ce que cherche à faire la psychiatrie de façon positive. Nous sommes quand même très proches de tout ce qui a été pensé au moment aussi de la psychothérapie institutionnelle, donc de revenir avec deux textes autour de Tosquelles, et puis également des propos d'un psychiatre actuel que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Pierre de Lion, dans la mesure où son dernier ouvrage fait directement référence à l'idée d'une psychiatrie transférentielle, puisque c'est son expression, et donc mon combat pour une psychiatrie humaine, et lui aussi fait un état de l'art de la psychiatrie actuelle. Donc comme ça nous permet, au travers de deux paroles, de voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'effectivement, de toute façon, la psychiatrie, elle oscille toujours entre déshumanisation, humanisation, véritablement quelque chose d'inhérent à elle. Dans un rapport, par exemple, publié en 2016, en mai 2016, vous aviez le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui déplorait, je cite, la banalisation de la mise à l'isolement dans les hôpitaux psychiatriques. En 2013, on y reviendra, on peut d'ailleurs y aller tout de suite, le rapport Robillard qui dresse une trentaine de propositions. Et quelles sont-elles? Je ne vais pas vous citer les 30, mais l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est toujours, la question de l'accès, la question de diminuer le délai de diagnostic, donc la difficulté de la formation, notamment des médecins généralistes par rapport à la détection des maladies mentales. En gros, quand on revient aux chiffres, c'était des chiffres du début des années 2000, donc aujourd'hui sensiblement on doit être à quelque chose de supérieur. En France, les troubles entre guillemets psychiatriques, ça correspond, en tout cas la psychiatrie, à 1 million d'adultes et à un demi-million d'enfants. Et sachant que quand vous regardez aujourd'hui le nombre de ceux qui sont définis comme autistes, vous avez eu une explosion à cause de la définition comme ça immense du spectre autistique, avec des chiffres qui vont de 400 000 à 650 000 aujourd'hui. Donc on voit très bien que comme on est dans cette ère de pathologisation aussi de la vie quotidienne, c'est pas si simple que ça de dire qui est concerné ou pas. Est-ce qu'on s'intéresse simplement à tout ce qui concerne l'aigu, et donc les hôpitaux psychiatriques ne traitent que l'aigu, ou est-ce qu'on traite un suivi? Est-ce qu'on parle de santé mentale? Et à ce moment-là, on ouvre, là aussi de manière très extensive, la définition. Et est-ce qu'on accompagne le suivi? Mais jusqu'où le suivi? Jusqu'où la post-cure, etc., etc. Bon. Donc, dans le rapport Robillard, vous aviez diminué le délai de diagnostic, la question du premier accès aux soins, la question des formations des médecins généralistes,
de l'obligation d'un stage obligatoire en psychiatrie, c'est-à-dire d'assurer véritablement un continuum entre psychiatrie et médecine générale, d'améliorer l'accès au CMP, là aussi en ouvrant, en rendant ces lieux beaucoup plus disponibles et plus accueillants au sens où recevoir plus de patients, de continuer d'améliorer, on y reviendra, la politique de sectorisation, d'améliorer et de démultiplier les équipes mobiles, donc les équipes mobiles psychiatrie et précarité, qui font essentiellement une clinique de l'avant, qui vont au-devant et qui continuent et perpétuent ce soin hors les murs et surtout ce soin au plus près de ceux qui sont les plus exclus, de bien évidemment utiliser seulement en ultima ratio, comme on disait dans les critères de la guerre juste, ultima ratio, dernier recours, et non pas prima ratio, premier recours, la question de la contention ou de l'isolement thérapeutique, etc. De faire évoluer également les questions de démocratie sanitaire, de développer des conseils locaux de santé mentale, d'avoir un rapport plus étroit avec les familles, de créer des groupes d'entraide mutuelle. Dans ce rapport, il y a aussi tout un volet sur la prison, bien sûr, d'améliorer la formation des infirmiers, de développer la recherche sur les maladies mentales. Et d'ailleurs, quand vous regardez, je suis allée faire un tour un petit peu du côté, par exemple, de Maison Blanche. Ben, voilà, c'est-à-dire que très clairement, qu'est-ce qui est fait? Une place très très importante, enfin en tout cas qui essaye d'être très importante avec le laboratoire de recherche de l'EPS de Maison Blanche, avec tout un travail de séminaire, de recherche, d'enseignement qui d'ailleurs qui fait grandement écho à ce qu'on peut ici faire, mais sur le site de Maison Blanche, de faire toute une recherche aussi paramédicale, bien évidemment toute la question de la réhabilitation psychosociale, bref, d'insérer la psychiatrie dans ce grand continuum des sciences humaines et sociales, de réfléchir à la place des neurosciences, mais de ne pas faire de biologisme excessif. Donc la psychiatrie, elle est confrontée à tout ça. Et elle essaye de faire ça avec des sites qui, bien évidemment, luttent contre quoi? Contre l'hôpital entreprise, comme d'autres services, et lutte contre cette raréfaction des coûts, des lits, et de toute une dynamique de rationalisation et de rentabilité qui tombe aussi sur ces espaces du soin aigu. Et puis en même temps qui essaye de s'insérer et de rappeler que la folie, si j'ose dire, mais la folie et de ne pas avoir une définition de la folie qui soit une définition soit inappropriée, soit stigmatisante, mais qui au contraire travaille au plus près d'une articulation fine entre le normal et le pathologique. Bon. Et c'est ça que essayent de faire en tout cas une grande quantité de lieux. Alors, j'ai voulu donc faire référence à quelques textes. D'abord un article de Georges Jovelet sur les conditions de la psychiatrie publique, qui avait été publié dans l'information psychiatrique en 2011 et qui de fait reprend d'abord une définition de ce qu'est la psychiatrie. La psychiatrie est une discipline dont le champ recoupe quantité de disciplines, donc c'est une science transdisciplinaire par elle-même,
qui recoupe la psychologie, la psychopathologie, la sociologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la criminologie, et dont l'exercice est articulé, et c'est ça qui fait aussi toute sa spécificité, avec la médecine, le social et la justice. Et donc, c'est absolument immense, puisque ça vient à la fois interroger toutes les formes modernes, nous dit-il, du malaise social, qui peuvent confiner à la précarité, à l'exclusion, mais aussi tous les comportements dits déviants, la toxicomanie, les questions de troubles psychiatriques, etc. Et déjà dans ce texte, il s'émeut de la définition qui est celle relayée également aussi par l'OMS, à savoir plutôt cette question de la santé mentale. Et puis on y reviendra aussi de l'emprise assez forte du DSM, c'est-à-dire du manuel qui diagnostique tous les troubles mentaux et qui est devenu l'instance aujourd'hui d'évaluation principale, même s'il y en a d'autres. Et cet usage notamment qu'il trouve problématique du terme de trouble, de disorder, qui, selon lui, amène à une perte d'étanchéité entre les troubles mentaux, les mental disorders, et les social disorders. Et donc, là aussi, pour lui, qui est problématique sur toujours cette dynamique larvée de contrôle sécuritaire, de surveillance de la norme, et pas simplement d'un lieu qui tente de soigner, mais au contraire d'un lieu qui tente de poser ce qui est une norme, et bien évidemment par référence ce qui est anormal. Bon. Donc ça, c'est un premier texte auquel je vous renvoie, et puis un texte qui est tout à fait intéressant, à savoir le texte de Marcel Sassolas, ou Sassola, dans la revue Sud-Nord, pour quelle psychiatrie militer, c'est un texte de 2010. Alors, c'est intéressant parce que d'abord, il reprend bien sûr comment un des grands mouvements novateurs de la psychiatrie, on l'avait vu avec Tosquelles dans les années 40, on y reviendra tout à l'heure, mais les années 60, donc la question du secteur, et comment la sectorisation, la politique de secteur a été une réflexion à la fois organisationnelle et en même temps une invention de nouvelles thérapeutiques, et c'est ce mélange des deux, l'enjeu étant, via cette création du secteur dans les années 60, qui a été portée aussi par Bonafé, par Daumaison, par quantité d'autres psychiatres, qui a été de déplacer le centre de gravité du dispositif soignant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la question vraiment d'aller hors les murs de l'hôpital psychiatrique, et donc d'une certaine manière de mettre en place une dynamique qui luttait par structure, par essence, contre la pesanteur et contre l'inertie de l'hôpital, qui bien sûr avait commencé notamment aussi avec Saint-Alban dans les années 40, mais qui là a pris son essor avec les années 60, et l'objectif du soin à ce moment-là n'est pas simplement de soigner la folie, mais de redonner une place, notamment une place sociale, de réinsérer. C'est une sorte de première grande révolte humaniste de la psychiatrie.
c'est d'aller véritablement essayer de redonner une place, dit-il, à cette personne prisonnière de sa folie, et pour cela, de remettre en question toute l'organisation matérielle et relationnelle de la vie hospitalière. Et bien évidemment, l'humanisation des lieux d'hospitalisation, premier enjeu, parce que justement, par cette humanisation des lieux d'hospitalisation, on va remettre en cause cette organisation matérielle et relationnelle de la vie hospitalière qui elle-même va permettre d'avoir un regard totalement autre sur la folie. Et donc, dissociation, dit-il, du statut du malade et de la situation d'hospitalisé, c'est-à-dire que le secteur psychiatrique reconnaît, l'idée de cette politique de secteur, c'est de reconnaître tout simplement qu'une personne malade n'est pas réductible à sa maladie, qu'elle a une vie en dehors de la psychiatrie, et que bien évidemment tout ce qu'elle a pu traverser, les péripéties de sa vie ont eu un impact sur l'apparition et l'évolution de sa maladie. Et dit-il, voilà, jusqu'ici le territoire du soin psychiatrique c'était l'hôpital. Et en fait la révolution de secteur c'est ça, c'est de considérer que le territoire du soin bouge, il n'est plus l'hôpital. Et que tout d'un coup, il va aller aussi sur le devant du territoire personnel, sur le territoire social, et que précisément, on intègre ça pour penser quelque chose de beaucoup plus singulier, de beaucoup plus adapté à la spécificité du sujet. Et puis, vous verrez dans ce texte, premier rappel de quelques dispositifs, l'expérience de Villeurbanne, avec comment les psychiatres ont essayé de comprendre comment il fallait changer, pas simplement de lieu, donc ça c'était clair qu'on passait de l'hôpital à différents autres lieux en dehors de l'hôpital, mais changer de territoire au sens où le territoire n'est pas territoire médical des soignants versus le territoire personnel des soignants, mais ce que nous avions dit il y a longtemps quand on faisait référence à Oury ou à Tosquelles, c'est-à-dire une fonction soignante en partage, et donc le territoire du soin, c'est en fait un territoire qu'on invente, qui en fait n'existe pas, avant d'être inventé par précisément la relation de soignant à soigné, cette relation soignante. Et alors il va donner toute une série d'exemples, avec dès 1966 la création du groupe du lundi, en 71 le foyer du cerisier, etc., etc. Donc vous verrez, avec également toute la difficulté qui est que vous vous souvenez, quand on avait étudié l'antipsychiatrie, qui elle aussi était un autre type de territoire et de changement de territoire, puisqu'il y avait le fait qu'il fallait faire disparaître la différenciation entre les patients et les soignants. Lui, au contraire, rappelle que le soin s'appuie au contraire, donc on a là une position très différente de l'antipsychiatrie, au contraire sur une différenciation des rôles et d'une certaine manière sur le fait d'assumer, non pas qu'il y a une différence de nature, mais bien évidemment qu'il y a une différence de fonction. Bon, alors qu'est-ce qui est posé dans ce texte? La première chose, c'est de dire, voilà, les patients ne sont pas réductibles à leurs symptômes, ils ont des compétences psychiques et sociales qui leur permettent d'être les acteurs de la situation soignante.
au même titre que les soignants. Il le dira d'ailleurs plus loin dans ce texte, qui est très intéressant, et qui, bien évidemment, nous dit quelque chose de la psychiatrie, mais nous dit quelque chose du soin en règle générale, c'est que la fonction élémentaire du soin, et ça nous rappelle même Winnicott et d'autres, c'est-à-dire fonction élémentaire du soin au sens de fonction élémentaire déjà du médecin, c'est de transmettre à son patient ce désir de sauvegarde de soi-même. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que on ne peut pas être simplement, dit-il, dans une suppléance orthopédique. Pourquoi ? Parce que la suppléance orthopédique va dans le sens, dit-il, de l'auto-disqualification défensive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, tant qu'on est dans cette idée qu'on va soigner le sujet sans qu'il soit acteur, de fait, on ne fera que renforcer cette auto-disqualification qu'il a par rapport à lui-même, c'est qu'il ne prend pas soin de lui. Donc, premier objectif, quand même, c'est pas de suppléance orthopédique, et on doit transmettre. Hein, ici, on l'avait souvent dit, on doit rendre capacitaire. On doit rendre capacitaire le sujet, toujours. Toujours rendre capacitaire le sujet. La question, c'est comment on fait pour rendre capacitaire le sujet. Et comment on fait pour qu'il sorte et qu'il rentre dans l'auto-qualification défensive et non pas l'auto-disqualification défensive, qu'il soit une force pour lui-même. Donc ça, c'est la chose importante. Et pour cela, c'est, dit-il, de considérer que le modèle psychiatrique ne renvoie pas au simple modèle qu'il appelle médical. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon lui, qu'est-ce que le modèle médical ? Le modèle médical, c'est le fait que, d'une certaine manière, selon lui, encore une fois, chacun reste à sa place, le médecin est à sa place, le patient est à sa place, que la question du transfert, tout ça, c'est pas le problème, que même d'une certaine manière, dit-il, chacun a sa place et le traitement sera assuré. Bon. On pourrait dire que c'est volontairement caricatural. Hein. Mais voilà ce qu'est, entre guillemets, le modèle médical. Ce qu'enseigne la psychiatrie au modèle médical, c'est que pour soigner, il faut sortir du modèle médical, si j'ose dire. Et donc, à ce moment-là, dit-il, investir le cadre relationnel. Et investir le cadre relationnel, c'est nécessairement la question du transfert. Et même, dit-il, un cadre relationnel dans lequel l'accent est mis sur les points communs entre les protagonistes, le médecin et le patient, donc ceux qui nous rassemblent, et non pas ceux qui nous différencient ou ceux qui nous opposent. Et il rappelle même que dans la situation, puisqu'il défend la possibilité, bien évidemment, de l'usage de la psychanalyse dans l'hôpital psychiatrique, donc de la question aussi du transfert face à un patient atteint de troubles psychotiques forts. Et il dit la particularité du mode d'investissement psychotique, c'est quoi ? Et ça, chacun a pu en faire l'expérience, en tout cas dans sa clinique, c'est, dit-il, d'être de nature narcissique exclusive. Ou bien l'objet extérieur est investi comme une partie de soi, ou il n'est pas investi du tout.
Pour que cet objet puisse être investi, il est donc nécessaire d'une part que le patient puisse peu ou prou se reconnaître en lui et d'autre part que cet objet accepte d'être investi sur ce mode-là. Bon. Le modèle médical n'a aucune de ces deux particularités. Il s'appuie même sur leur contraire. Les rôles de chacun des protagonistes sont définis par leurs différences et la mise en œuvre du traitement nécessite qu'il le soit. Bon. La psychiatrie est la psychiatrie pour laquelle il faut militer, je vous le rappelle, dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas peur d'aller même dans cet investissement et d'accepter d'être investi par le patient de manière narcissique exclusive. Et Dieu sait si c'est pas simple. Hein. Donc, mais bon, il y a cela. Et d'une certaine manière, de sortir de cette neutralité qui pourrait éventuellement être celle du modèle médical. Puisque plus loin, il dit également que la relation en psychiatrie, elle est éminemment conflictuelle. Structurellement, elle est intrinsèquement conflictuelle. Et il cite pour cela, comment dire, la métaphorisation de ce caractère irréductible. Il fait référence à un patient rencontré dans, comment dire, non, il fait référence, pardon, à Basaglia, par rapport à son expérience, bien sûr, de l'asile de Gorizia. Et Basaglia écrit, en 68, « Un patient qui, de façon intuitive, avait compris la situation, m'a dit un jour, « Vous pouvez aussi nous faire un hôpital en or, nous resterons à jamais des ennemis. Vous êtes celui qui est bien portant, moi, celui qui est malade. » Bon. Alors, c'est assez antinomique ce qu'il dit là, puisqu'à la fois, il valide le fait qu'il y a une vérité conflictuelle qui est actée comme telle, et en même temps, dans la question du soin, il y a une traversée. Il y a une traversée des rôles, il y a une traversée des conditions de vulnérabilité de chacun, et on va plutôt aller travailler sur ce qui nous réunit que plutôt ceux qui nous opposent. Donc, quelle pratique psychiatrique il défend? La sortie du modèle médical, premier temps, très bien. Ça, c'est son premier grand caractère, et cet investissement courageux, si j'ose dire, du transfert. Le deuxième temps, c'est le fait, et ça on le verra parce que c'est très bien raconté par Tosquelles et par aussi de Lyon, c'est le fait de faire attention à tout ce qu'il appelle la communication agie par rapport à la communication verbale. Le mode de communication psychotique privilégie, dit-il, la communication agie, au dépend de la communication verbale. Parce que, tout simplement, la communication par les mots est jugée trop abstraite. Et il dit, il est nécessaire d'adapter le cadre de soins à cette particularité. Donc, qu'est-ce que c'est que, tout d'un coup, adapter un hôpital psychiatrique, si on prend le A, à, tiens, le fait d'être capable d'attraper les signaux faibles de cette communication agie ou de les faire surgir et de les interpréter. En gros, il faut proposer, dit-il, une réalité, celle de la vie du groupe, celle de la vie de l'institution, celle du lieu, dont les détails concrets vont servir de support et de véhicule à l'expression du vécu des patients. Bon, en gros, ça veut dire qu'il faut aller trouver un lieu qui permet d'expérimenter quelque chose, plutôt que de dire quelque chose. Donc là, c'est pas simplement l'idée que, tiens, on va appeler le patient à se raconter, ce
qui serait plutôt quelque chose qu'on connaît en analyse. Mais plutôt qu'on a des structures qui essayent de, voilà, tout d'un coup, de permettre des événements à l'intérieur de ce lieu, ou de proposer une sorte de matériel relationnel, et ensuite de voir comment on peut récupérer ces différents messages. Et dit-il que ces messages envoyés par la communication agie des patients ne se perdent pas dans le brouhaha relationnel de l'institution. Ça s'arrête là pour, comment dire, l'illustration. Après, comment dire, c'est à vous d'aller chercher comment, tiens, on donne à voir, à entendre, à sentir le vécu des patients lorsqu'on ne peut pas passer par, bon, on le sait, hein, c'est, je sais pas moi, faire un certain type d'activité, l'art, que sais-je, un travail sur le corps, enfin bon bref, de voir comment on peut non pas simplement privilégier bien évidemment la communication verbale, mais aussi la communication agie. Et puis dernier point, qui est plutôt le côté, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comment on dépasse et on arrive dans cette enceinte à dépasser le système défensif psychotique. Et le système défensif psychotique, il repose, dit-il, essentiellement sur la mise à l'écart par le sujet du contenu de sa propre vie psychique, c'est-à-dire tout ce qui le constitue comme sujet, les affects, les pensées, les émotions, les désirs, les souvenirs, etc. Tous ces contenus mentaux. Ces contenus mentaux sont considérés par le sujet psychotique généralement comme une mise en danger de l'intégrité de son sujet, et donc sont effacés par le déni. Et donc l'enjeu, c'est, dit-il, quel est l'objectif du soin? C'est de faire en sorte que, bien évidemment, le sujet ne bascule pas dans ce repli autistique. Il appelle ça un véritable exil du sujet hors de soi-même et hors de la communauté humaine. Et donc l'objectif du soin, c'est de réduire ce double exil hors de soi et hors de la communauté humaine. Alors comment on fait? Eh bien pas en l'hyper-protégeant. Et c'est là où revient la politique de sectorisation et puis toutes les inventions qui ont pu être aussi celles de Tosquelles, avec cette idée qu'on traversait Saint-Alban, on y reviendra tout à l'heure, mais que voilà, il y a une quantité de réfugiés, d'étrangers, de paysans, de machins qui traversaient Saint-Alban comme si c'était un pont. Et donc il n'y avait absolument pas ce côté forteresse, et donc les malades étaient sans cesse confrontés à quantité de choses. Ben là pareil, l'enjeu, pour réduire ce double exil de hors de soi et hors de la communauté humaine, on aide le patient à supporter les stimulations et les affects qui sont associés à toute cette confrontation avec les autres, non pas en l'en protégeant au niveau de la vie, de sa vie quotidienne, non pas en la protégeant par la prescription de médicaments qui sont précisément là pour émousser l'intensité du sensoriel, mais au contraire pour l'accompagner à vivre, dit-il, les stimulations psychiques nées de la réalité et de sa rencontre avec d'autres êtres humains au lieu de les fuir dans les symptômes. Et là aussi, c'est autre chose que le modèle médical, parce que selon lui, la nature même du modèle médical aurait tendance à être hygiéniste, entre guillemets, c'est-à-dire hyper protectrice. Oui, on protège. Et là, au contraire,
pour éviter que l'exil hors de soi et l'exil hors de la communauté humaine se maintiennent, pour éviter qu'il y ait cette désafférentation sensorielle, au contraire, on invite et on crée quantité d'activités qui sont simplement là pour non pas soigner directement la pathologie, mais au contraire pour inviter le patient, ce qu'on avait dit tout à l'heure, à tout d'un coup prendre conscience d'un soin qu'il pourrait lui-même faire. Et dit-il, ça c'est la spécificité de la pratique psychiatrique que nous devons défendre aujourd'hui dans une perspective militante. En effet, l'évolution actuelle du dispositif de soins s'oriente vers une répartition des tâches dans laquelle l'hôpital répond aux situations aiguës, tandis que le traitement au long cours est dévolu aux structures du secteur. Et c'est tout à fait logique, hein, il faut qu'il y ait le fait que dès qu'il y a des situations aiguës d'invasion psychotique, l'hôpital doit être là comme un côté un peu protection, mais pas que. Pas que, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dit-il, ça va alimenter deux types de chronicité, c'est-à-dire en gros il va y avoir deux grands types de malades, à savoir non seulement la pathologie qui se répète, au lieu de se guérir, et qui d'une certaine manière est sous contrôle, ça c'est vrai, et puis une pathologie qui relève, dit-il, de la situation soignante. Et là, vous traduirez vous-même. Donc, comment la psychiatrie aujourd'hui ne peut pas, si vous voulez, accompagner les carences du patient en étant, dit-il, en assurant une fonction de prothèse affective, relationnelle et sociale. Comment faire pour que la psychiatrie ne soit pas que ça? Et c'était dit par Tosquelles avec une expression qui est non pas guérir la pathologie, mais il disait guérir la vie. Guérir la vie. Guérir la vie, c'est-à-dire comment, en gros, les structures psychiatriques peuvent essayer d'amener le sujet, là aussi, à être capacitaire et non pas simplement... Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans cela aujourd'hui? Vous avez quantité de lieux qui essayent, comme dit de Lyon, de faire avec. Hein, c'est-à-dire véritablement d'être dans cette logique d'expérimentation, mais pas d'expérimentation au sens d'inventer continuellement, mais tout simplement de faire, c'est-à-dire de remettre les patients dans le faire. Bon. Alors, prenons les deux textes, j'ai choisi ces deux textes qui sont d'abord qui ont le mérite d'être simples, et puis qui ont le mérite de montrer toute la non-connivence de Tosquelles avec le corporatisme, l'institution dans sa vision statutaire, et qui montre à quel point, là aussi, être un bon psychiatre, c'est lutter contre ça. Et là aussi, avec le fait que, à partir du moment où vous êtes un psychiatre extraordinairement bien intégré, ben peut-être que les malades ont du souci à se faire. Vraiment. Avec cette idée que il y a normalement, pour que la psychiatrie soit la plus efficace possible, au sens du soin, hein, pas au sens sécuritaire. Parce que efficace pour la société, c'est un autre, mais efficace pour le patient. Chez Tosquelles, c'est nécessairement que la psychiatrie renvoie, dit-il, à une anticulture. Donc il y a quelque chose de la résistance, il y a quelque chose de la rébellion, il y a quelque chose de l'invention, il y a quelque chose du non statutaire.
dans une non-reconnaissance de son propre statut, puisqu'il était tout à fait épatant et absolument considéré comme pas nécessairement le grand psychiatre qu'il était. Alors, qu'est-ce que dit-il donc dans ce texte? C'est un entretien qu'il a fait avec Gallio et Costantino. On est en 1987 et cet entretien, entre guillemets, a été appelé l'école de liberté, puisque qu'est-ce que la psychiatrie? Ça doit être une école de liberté. Rien de moins. Bon, qu'est-ce que Saint-Alban? Ben, précisément cette école de liberté. Alors, Saint-Alban, c'était quoi? C'était d'abord, on l'a dit, le secteur avant le secteur. C'est-à-dire l'invention du secteur avant celle portée par les circulaires de 1960. Secteur qui a été quand même réaffirmé encore en 2007, alors qu'à un moment donné, on s'était posé la question de, non pas sa disparition, mais soit de son institutionnalisation telle qu'il disparaissait ou pas. Bon, bref, on y reviendra. Donc, d'abord, l'ouverture des portes. Le fait qu'on peut traverser l'hôpital psychiatrique. La multiplication des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. La naissance des clubs, portés bien sûr par les patients. Des groupes thérapeutiques, etc. Le fait que les patients prennent la main sur l'organisation de la vie quotidienne aussi. Comment on pense ça? Mais Saint-Alban, c'est pas simplement ça, c'est l'implication d'intellectuels, d'artistes, des surréalistes notamment. Et il dira la psychiatrie a plus appris des surréalistes que des médecins. L'implication de la population locale dans la vie, des initiatives de l'hôpital. Saint-Alban, c'est aussi la mise en discussion permanente des rôles professionnels des uns et des autres. Vous vous souvenez, Houry, fonction, statut, rôle. On l'avait vu l'année dernière. Bref, tout ce qui peut renverser, dit-il, la culture médico-organiciste classique. Et voilà ce qu'est Saint-Alban. La spécificité aussi de Saint-Alban, c'est que c'est pas né d'un moment neutre, c'est la naissance d'une clinique qui est liée quand même à la guerre, à une situation de guerre civile qui est celle dont est issu Tosquelles, mais de la guerre aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que c'est une ligne de force de sa pensée qui est que, dans ce texte, vous verrez, il dit, bien sûr, la vie est difficile car il faut risquer, compromettre les histoires dans des places occupées par des frères ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, peut-être que toute thérapeutique du soin réel, du soin concret, du soin qui ne se la raconte pas, si j'ose dire, c'est d'aller au-devant d'un risque, c'est d'aller là où il y a des frères ennemis, c'est d'aller là où il y a un milieu hostile. Donc d'une certaine manière, il y a toujours une nature résistante du soin qui essaye d'être mise en place. En tout cas, lui, clairement, a toujours posé la qualité de l'invention de ce qui pouvait se passer à Saint-Alban et auparavant à ce qu'il avait mis en place dans le camp
7 fonds où il était arrivé. Quand il est arrivé en France, il est d'abord allé dans ce camp 7 fonds. Et précisément, c'est la précarité des moyens et le fait qu'il y a une situation extraordinairement difficile et que ça appelle, si j'ose dire, à une certaine forme de transgression. Je vous cite l'expérience 7 fonds. J'ai demandé, donc il arrive en France, il est caché quelques jours dans la montagne, et puis petit à petit il va rejoindre un camp où il y a différents types de réfugiés, et puis notamment des intellectuels. Et puis ce camp, dit-il, ressemble à un hôpital psychiatrique. Et il y a un commandant de ce camp qui s'appelle Vigourou. Et puis il va commencer entre guillemets, à faire son premier travail de psychiatre là, puisque Vigourou lui demande de s'occuper, entre guillemets, de ceux qui se sentent pas bien, dans la mesure où il y avait pas mal de suicides dans ce camp. Alors il raconte, j'ai demandé une baraque au bout du camp, hors des fils de fer. Donc déjà, et en gros, il invente le secteur dans le camp de concentration, hein, quand même, enfin dans le camp, hors des fils de fer, un pied à l'intérieur et l'autre au dehors. Ça a fonctionné, j'ai eu carte blanche. Donc là, on pourrait presque voir comment vous voulez qu'un hôpital psychiatrique fonctionne. Sans doute une autonomie forte quand même de ceux qui sont là. Carte blanche, c'est pas rien. Sans doute la possibilité de créer un hors les murs. Je continue. Dans cette baraque de bois, nous avons ouvert un petit service de psychiatrie en choisissant nos aidants. Et alors là, quelle est comment dire, la règle d'or pour choisir les collaborateurs, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, les soignants. Quelle est la règle d'or pour choisir les soignants? Précisément qu'ils ne soient pas médecins, si j'ai bien compris, un peintre, un guitariste qui ne connaissait rien en psychiatrie, mais qui connaissait l'art. Bon, il y avait aussi un infirmier psychiatrique, un seul, et c'était plus que suffisant. Et alors, je reprends un autre texte au même moment, dans lequel je vous renvoie, qui est aussi un entretien qui est assez passionnant, qui est relié à donc on est en 1991 dans la revue Chimère, où là aussi il va expliquer un peu sa vision très iconoclaste de ce qu'est la psychiatrie, et il explique là aussi comment il a choisi ses collaborateurs. Je le cite: comme je devais faire la sélection pour l'armée, la première chose que j'ai faite, ce fut de choisir pour moi. La charité bien comprise commence par soi-même. J'ai choisi des avocats qui avaient peur de faire la guerre, mais qui n'avaient jamais traité un fou, des peintres, des hommes de lettres, des putains. Sérieusement, j'ai menacé de fermer les maisons closes, déjà interdites mais qui fonctionnaient comme partout, sauf s'il s'y trouvait 3 ou 4 putains qui connaissaient bien les hommes et qui préféraient se convertir en infirmières, à condition de ne pas coucher avec les malades. Il y avait quand même un minimum de déontologie à respecter. Je leur garantissais de ne pas fermer leur maison si l'on pouvait leur envoyer des soldats. Ces maisons de prostitution devinrent ainsi des annexes du service de psychiatrie. Je ne dis pas qu'il faut... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Réouvrir les maisons closes à côté des hôpitaux psychiatriques, non. Mais qu'est-ce qu'il cherche à dire? Parce qu'il est volontairement provocateur, notre ami. Sauf que c'est la vérité, véridique. Certaines de ces putains se sont converties en infirmières du tonnerre de Dieu. En un mois, une
putain, un avocat ou un curé devenait quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. C'est ça l'activité de secteur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable formation professionnelle de la psychiatrie, c'est la vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est précisément ceux qui ne sont pas dans une démarche de spécialisation, de corporatisme, et qui expérimentent la condition de l'homme dans l'ampleur de ses insuffisances, de ses manques, etc. Puisque qu'est-ce qu'ils reconnaissaient comme compétence à ces femmes? C'est pas leur compétence sexuelle, mais c'est le fait, dit-il, qu'elles voyaient, entre guillemets, les hommes comme ils étaient, avec l'ampleur de leur vulnérabilité, etc., etc. Donc, donc pour lui, c'est ça, hein, le caractère aussi de l'anticulture, c'est-à-dire qu'on est dans le fait qu'on choisit un certain type de gens, et quelle est la compétence de ces gens, dit-il, c'est de savoir, comment dire, créer une relation avec les autres. Quand même une compétence, entre guillemets, hyper vaste, et, comment dire, en même temps extraordinairement difficile à enseigner, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il les choisissait, parce qu'il considérait que lui, à l'époque, en tout cas, il y avait qu'on ne convertirait jamais quelqu'un s'il n'avait pas ce premier sens-là. Enfin, donc, une anticulture, c'est aussi le fait que c'est une clinique chez Tosquelles qui arrive de la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre, dit-il, comporte un changement de perspective sur le monde. Il va dire par exemple, voilà, dans ce service aussi, donc il raconte toujours le camp des 7 fonds, là-bas il y avait quand même un très grand nombre de réfugiés espagnols, une misère très très forte. Donc il crée ce service de psychiatrie et il dit voilà, il y avait des militants politiques, des peintres, des guitaristes, il n'y avait qu'un seul infirmier, psychiatrie, tous les autres étaient des gens normaux, et c'est précisément, ce fut très efficace à cause de ça. J'ai créé un service, je crois que c'est un des lieux où j'ai fait de la très bonne psychiatrie dans ce camp de concentration dans la boue. Donc là aussi, comment aujourd'hui dans des univers qui sont, je dirais, à l'opposé de cela, hyper protégés, comment on arrive à créer cette dynamique vitaliste, d'une certaine manière, cette dynamique transgressive à l'intérieur de nos institutions, parce que précisément c'est ce caractère vitaliste transgressif qui vient rendre capacitaires les individus, qui vient tout d'un coup les emmener vers se guérir la vie. Bon, moi ça m'inspire, mais c'est parce que je suis sans doute pas psychiatre, mais là aussi, qu'est-ce qui guérit les gens? Il a fait la même chose à Saint-Alban. Il a accueilli en fait tout le monde. Il n'a pas sélectionné les malades. Il n'a pas accueilli un même type de malade, comme on peut voir aujourd'hui, où il y a des hôpitaux qui vont accueillir un certain type de malade. Ils ont tous la même maladie. À Tosquelles, il dit bon ben alors personne ne guérira. Puisque tous les malades sont ensemble, personne ne va guérir. L'enjeu, c'est la diversité des malades.
Et à la diversité des malades, Tosquelles, à Saint-Alban, dit on rajoutait les réfugiés, les immigrés clandestins. Parmi eux, bien évidemment, des grands, on a eu la même chose à la Borde, hein, des grands intellectuels sont venus, Zara, grand poète, Éluard, Canguilhem qui est venu, etc., etc. Parce que, et qui n'avait pas du tout l'idée de venir transformer l'hôpital. Hein, quoique, c'est pas tout à, non, il n'est pas transformé l'hôpital, mais il venait être accueilli par ce lieu, et nécessairement, ils se confrontaient et ils offraient une confrontation relationnelle autre aux malades, et qui, pour Tosquelles, était absolument déterminante. C'est-à-dire qu'ils inventaient, eux aussi, cette fameuse école de la liberté. Alors, on pourrait dire, mais alors, à quoi ça sert d'être... autant aller dans la société directement, pas besoin de faire un lieu sur le côté. Ben non, précisément pas. Il faut à la fois un lieu sur le côté, mais il faut la possibilité d'une traversée. Pourquoi il faut un lieu sur le côté? Alors, ceux qui sont dans une logique sécuritaire diraient s'il faut protéger la société des malades. Tosquelles dit exactement l'inverse, il faut protéger les malades de la société. Donc il est tout à fait important d'avoir cette hors société. Mais pas du tout pour les enfermer, pour les protéger d'une société qui de toute façon ne supporte pas les fous et les identifie à quelque chose qui est forcément problématique. Et alors, école de la liberté aussi, donc cet espace protégé, dit-il, non, j'entends protéger de l'extérieur. Pourquoi? Parce que la société n'est qu'une immense entreprise d'exclusion de la folie. Donc il faut bien quand même à un moment donné les récupérer. Et c'est pour ça qu'il émet d'ailleurs le terme asile. Vous voyez là, le terme politique de refuge. Hein, réfugié, refuge, droit d'asile, quoi. Mais en revanche, on les protège, mais on ne les enferme pas. Bien sûr que non. Et donc, on permet que ce lieu soit traversé. Et régulièrement, dit-il, c'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout adaptés à l'heure d'aujourd'hui, mais on a vraiment une pensée, entre guillemets, transgressive ici. Régulièrement, vu que c'était ouvert, ça veut dire on y rentre, mais on en sort aussi. Hein. Alors donc régulièrement, il y avait des évasions de malades. Et alors, il y avait même tout un truc, tout un système où une sorte de marché noir, d'économie de l'évasion, puisque, en gros, dit-il, les gardiens de Saint-Alban s'étaient organisés de façon à augmenter leur salaire en faisant évader des malades. Il y avait en effet à l'époque une loi selon laquelle une prime de 50 francs était donnée à celui qui retrouvait un malade évadé. Donc il y avait tout un système là d'organisation entre les malades et les trucs, mais vas-y, tu sors un peu, puis moi je venais venir te chercher dans 3 jours, et puis moi je récupérerais l'argent. J'imagine, je pense que c'est ça qui s'organisait. Et oui, et donc, voilà. Et il le dit d'ailleurs à son interlocuteur, qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été des paysans, vous auriez fait évader les malades, en leur disant, allez, venez chez moi. Et c'est ce qui arrivait, dit-il. Le malade sortait quelques jours dehors, en famille, quoi. Hein, voilà, il restait un peu, puis il revenait. Bon. Alors c'est évident qu'on n'est pas du tout dans cette façon créatrice de gérer les rapports. Mais encore une fois, on n'y est plus parce que, là, l'objet de Saint-Alban, c'est le soin. C'est uniquement le soin. Et donc, si c'est le soin, c'est forcément transgressif. Et donc, si c'est transgressif, ça fait des machins comme ça. Ça tente. Ça n'a pas peur de son ombre. Bon. Donc voilà, il raconte tout cela, et
le fait, bien évidemment, que c'est dans cette école de liberté qu'il a créé ses premières idées même si c'est pas lui qui l'a nommé comme ça, de psychothérapie institutionnelle, puisque, dit-il, voilà, il a acquis, dit-il, une conviction profonde que, en fait, on fait travailler correctement un service de psychiatrie avec la participation de quantité d'autres disciplines, et qu'il faut avoir des personnes qui ont, dit-il, une position ingénue face aux malades. Et le problème, c'est que ceux qui avaient subi, dit-il, une formation professionnelle, hélas, alors il est particulièrement dur, ne servaient à rien, ils étaient même un obstacle. Bon, donc en gros, comme si sa conviction profonde de faire marcher correctement un hôpital psychiatrique, ça serait la psychiatrie sans les psychiatres, quoi. Que bon, sachant que lui en était quand même un. Donc, on n'ira pas jusque-là, mais voilà, dans ce texte, c'est vraiment quelle est la première compétence du soin psychiatrique, c'est le savoir entrer en relation. Donc c'est encore véritablement ce que dira De Lyon là, psychiatrie transférentielle, la question de l'intelligence, faire lien, avoir cette capacité, dit-il, naturelle de rester avec les autres. À Saint-Alban, rappelle-t-il dans ce texte, il n'y avait aucune agitation. Pourquoi? Parce que selon lui, l'agitation, c'est le pendant de la psychose carcérale. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous fermez tout qu'il y a... on avait vu la même chose dans la psychiatrie, et c'est pas toujours aussi simple, bien sûr, mais Tosquelles, c'est vraiment cette idée-là. Et d'autre part, le fait que un hôpital psychiatrique doit absolument lutter contre la question statutaire, le corporatisme, etc. Il fait dans ce texte d'ailleurs une critique même de Daumaison en disant que voilà, bon, il s'est, même Bonafé, il s'est régulièrement au final détaché d'eux parce qu'il les trouvait trop corporatistes, trop dans cette idée qu'à un moment donné, voilà, ils sont là pour défendre la psychiatrie. Et qu'à partir du moment où on défend la psychiatrie, en fait, on ne défend plus les patients, on ne défend plus le soin, et on est dans quelque chose qui est antinomique de la question du soin. Quand je fais quelque chose de l'ordre du psychothérapeutique, je ne le fais, dit-il, ni au nom de Tosquelles, ni au nom du fait que je suis directeur médecin, je ne défends aucun statut. Et ça aussi, c'est très, 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 très antinomique de la pensée actuelle. Ce côté transgressif au possible par rapport au refus du statut. Il parle également dans ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, de l'apport des surréalistes. Dit-il, ce sont les surréalistes qui ont fait des expérimentations sur comment rendre quelqu'un fou bien avant que les analphabètes américains ne découvrent à travers le sérieux de la psychiatrie que la famille se met d'accord pour rendre quelqu'un fou. Bon, donc là aussi, l'enjeu, c'est par l'arrivée des intellectuels, des poètes, en l'occurrence, parce que pour lui, je dirais, le poète est un fou qui a réussi, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais voilà, en gros, qui se refuse à penser comme ses maîtres veulent qu'ils pensent. Donc il faut donc penser comme vos maîtres veulent que vous pensiez et non selon le mouvement créatif de votre pensée. Bon, donc ça, penser selon les maîtres. Vous vous souvenez encore une fois, Roustan la dernière fois, le destin si funeste, moi j'avais appelé ça le nom des pères.
Donc voilà, l'accablement de ça, échapper à cette tutelle-là, échapper à cette imposition, quand on dirait sortir de l'état de minorité, ça, le premier travail de psychiatre, c'est celui-là, sortir du nom des pères. Et résultat, si on l'écoute, il est dur, hein, il semblerait que ce soit presque improbable. Bon, d'où la nécessité des poètes qui arrivent, etc. Seuls quelques poètes et le fou échappent à cette imposition. C'est-à-dire qui, d'une certaine manière, résiste à ça? Les poètes et les fous. Bon. Le problème, c'est que le fou, dit-il, est destiné à échouer. C'est-à-dire que de fait, il résiste, mais il le paye de sa vie qui se joue là. Bon. Celui qui, quand même, traverse, c'est le poète, qui arrive à combiner quelque chose, et, dit-il, c'est l'unique façon plus ou moins tolérée de contestation de la société. C'est pour ça que l'espace littéraire est un espace politique essentiel. Bon. Alors, donc l'apport des surréalistes, il est aussi là, si vous voulez, il est dans la nécessité d'une certaine manière d'avoir un lieu qui fait cette expérience d'une pensée qui n'est pas sous tutelle. Alors, règle du soin aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la nécessité aussi d'avoir un hors-lieu. Pourquoi Saint-Alban? Pourquoi pas Paris? Là aussi. Parce qu'il y a vraiment, alors chez Tosquelles, une stratégie de transformation de l'activité psychiatrique. C'était que, en gros, il fallait éviter Paris pour transformer l'hôpital psychiatrique. Et il disait, voilà, le problème c'est que on ne peut pas à l'intérieur de Paris changer la psychiatrie, on est mangé par Paris. Et donc, pour prendre Paris, il faut assiéger Paris, il ne faut pas s'installer à Paris, il faut aller dans le maquis, je cite, hein, donc on est vraiment dans une métaphorisation de la guerre civile et ensuite de la résistance. Et donc il faut, voilà, 7 maquis autour de Paris, 7 Saint-Alban, 10 Saint-Alban, on est dans les années 40, et ainsi éventuellement Paris tombera, parce que sinon c'est nous qui tombons. Alors, on pourrait dire c'est anecdotique, mais c'est pas anecdotique, hein, c'est à un moment donné le fait aussi d'aller sur un autre territoire, vieille technique stratégique, pour tout simplement, avoir les coups des franges pour inventer. De fait, il était plus tranquille à Saint-Alban pour inventer que dans l'œil du cyclone de la centralisation. Et ce qui est particulièrement vrai aujourd'hui aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on va sur un lieu, entre guillemets, éminemment minoritaire. Je crois que c'est encore même plus vrai aujourd'hui, où la caisse de résonance du lieu minoritaire est plus forte aujourd'hui. Et d'une certaine manière, elle peut prendre la main. En tout cas, voilà, c'était ça le point. Voilà, alors je reprends notre texte. Alors, qu'est-ce que, pour continuer dans véritablement la pensée non dogmatique, qu'est-ce que la psychiatrie, qu'est-ce que la psychanalyse même? Ce qui caractérise la psychanalyse, c'est qu'il faut l'inventer. Très bien. Et dit-il, donc ça c'est dans la revue Chimère, l'entretien qu'il donne, qui est d'ailleurs un entretien, je crois, filmé aussi, vous pouvez le voir en ligne,
où il donne une définition de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Il appelle ça la déconiatrie. Bon, pour ceux qui rigolent, ils ont compris ce que c'était. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait, dit-il au patient? On lui dit: déconne, déconne, mon petit, ça s'appelle associer. Ici, personne ne te juge, tu peux déconner à ton aise. Moi, la psychiatrie, je l'appelle la déconiatrie. Mais pendant que le patient déconne, qu'est-ce que je fais? Dans le silence, mais surtout dans le silence, je déconne à mon tour. Il me dit des mots, des phrases, j'écoute les inflexions, les articulations où il met l'accent, où il laisse tomber l'accent, comme dans la poésie. Et d'ailleurs, il dira que sa première grande leçon de compréhension de ce qu'est l'analyse, comment dire, ça ne va pas faire plaisir, ou plutôt si, ça va aller dans le sens des pourfendeurs de la psychanalyse, c'est la leçon qui lui a été donnée par son analyste, Reminger. On est en 1933, et en gros, il raconte une anecdote où il dit: tiens, ce jour-là, j'ai compris, ce qui compte dans l'analyse, ce n'est pas tant ce que dit le malade, mais la coupure et la séquence. Et il faut savoir écouter les séquences. Ce que l'on dit à l'intérieur d'elle n'a pas nécessairement d'importance, mais il faut entendre, en gros, cette musique qui vient créer le silence sur tel mot, et qui fait que là aussi, on pourrait presque dire que bien sûr c'est de la communication verbale, mais ça serait presque de la communication agie dans la communication verbale, quoi. Ce qui traque, c'est ça, c'est ce suspense, c'est tout d'un coup ce qui se dit pas, ou ce qui... Bon. Alors, donc la psychothérapie institutionnelle, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on essaye d'aller attraper, c'est... Donc voilà, donc trois grands principes pour expliquer l'apport d'innovation qu'est Saint-Alban. La première chose, c'est précisément, on l'a dit tout à l'heure, que c'est sur le territoire de la résistance ou d'une certaine forme de rapport avec le fracas du réel, là ici de la guerre civile. Mais là, par exemple, aujourd'hui, où est-ce qu'il irait? Il irait dans un camp de migrants, je pense. Il irait dans un camp de migrants pour précisément poser le secteur de psychiatrie, quoi. C'est ça qu'il ferait, je pense. Voilà, c'est-à-dire d'aller véritablement soigner là où on pense que c'est précisément impossible, de permettre le rapport de traversée de en dehors, de toujours faire en sorte, pour éviter que le lieu ne devienne malade à cause du rapport statutaire qu'il pourrait mettre en place, de toujours faire un incessant travail sur les fonctions, les rôles de chacun, et de ne pas se laisser figer par cela. Apprentissage réciproque du respect, dit-il. Le travail n'est jamais terminé. Toujours interroger les conditions conscientes et inconscientes de cette réalité institutionnelle. Donner un rôle primordial aux malades dans l'organisation de la vie quotidienne. Et là aussi,
permettre, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la question de la traversée, mais alors lui nomme le droit au vagabondage, se rappeler que la condition première de l'homme, on pourrait dire, c'est une certaine forme de vulnérabilité, mais en fait, la condition première de l'homme, et alors ça veut dire qu'il faut ramener l'homme pour qu'il se soigne à cette condition première, à savoir qu'il est un pèlerin. Et donc nécessairement qu'il doit traverser. Et donc si vous faites un hôpital psychiatrique dans lequel il ne peut pas traverser, ben, d'une certaine manière, il ne peut pas se soigner, c'est antinomique. Bon. Alors, de Lyon, oui, de Lyon en version accélérée. Puisqu'il est l'heure normalement où on est censé arrêter, donc. Mais quand même. Alors, bon, d'abord, son état de l'art, non, pardon, sa petite donnée de l'état de la psychiatrie actuelle, qui va sensiblement, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'à partir des années 90, en gros, c'est une vérité qui touche quantité de services hospitaliers, des restrictions de tout ordre ont commencé à se faire sentir sur le plan de la pensée, des moyens, des formations, la hiérarchie a repris le pouvoir dans les hôpitaux. Donc on est à l'antithèse de ce que vient raconter Tosquelles sur le fait que précisément il ne faut pas avoir cette pathologie de la hiérarchie, on pourrait le dire d'ailleurs dans la société, pas simplement dans l'hôpital psychiatrique. La hiérarchie a repris le pouvoir dans les hôpitaux et des consignes technocratiques, gestionnaires, tatillonnes sont entrées dans la vie quotidienne des équipes. L'idée que la psychiatrie coûte cher a commencé à se répandre et c'est alors que sont intervenues les suppressions de lits, sans contrepartie pour faire de l'extra-hospitalier dans de bonnes conditions. Bon, donc il est de fait assez dur. Alors lui, quel est rapidement, pour quel type de psychiatrie, si on veut reprendre le texte de tout à l'heure, il veut militer? Pour ce qu'il appelle le fait que la relation humaine ne constitue pas un supplément d'âme, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière, mais que la relation humaine est le soin et le soin en tant que tel. Elle est la psychiatrie. La relation humaine, le soin est, la relation humaine et la psychiatrie. Une psychiatrie transférentielle. Alors, une psychiatrie transférentielle, c'est quoi? C'est différentes choses, et notamment le fait d'assumer différentes fonctions, dit-il. Donc, le soin, c'est de faire advenir une fonction contenante. Fonction contenante pour le patient, et qui passe par notamment une triade qui propose les fonctions phoriques, sémaphoriques et métaphoriques. Alors, la fonction phorique, d'abord, c'est, je dirais, le holding de base, quoi. C'est-à-dire le maintien. La fonction phorique, c'est d'abord, je le porte sur mes épaules psychiques. Voilà ce que c'est. D'abord, le temps 1, par exemple, s'il s'occupe d'un enfant ou d'un patient d'une façon générale, durant ce temps où
il n'est pas capacitaire ou il n'est pas autonome, il le porte. Il le porte sur ses épaules psychiques. Ça, c'est le temps 1 du soin. Donc, être accueillant, hospitalier, etc. Ce qu'il appelle la continuité bienveillante. Mais, dit-il, si j'en reste là, je fais un travail d'assistante sociale. Donc, c'est bien, mais je suis psychiatre, donc je fais un pas de plus. Et donc, je passe à, non pas le phorique, mais le sémaphorique. Et le sémaphorique, c'est que je suis, moi, psychiatre et psychanalyste, le porteur de signes, hein, l'interprète des signes qui me sont donnés, et notamment des signes qui me sont adressés et des signes de sa souffrance. Et donc, je propose une interprétation de cela. Je fais en sorte que, par mon sujet, lui-même va commencer à faire signifier ce qu'il vit, les différents types de symptômes, etc., etc. Et je le fais d'ailleurs pas nécessairement seul. Je peux me référer à des camarades psychiatres pour venir, là aussi, faire un travail d'herméneutique, si j'ose dire. Et c'est d'où le travail métaphorique. La fonction métaphorique, dit-il, c'est que, voilà, on confronte son point de vue à celui des autres, et c'est pas simplement les autres, c'est pas simplement les autres psychiatres, mais c'est ce qu'il appelle aussi la constellation. Et la constellation, c'est tous ceux qui sont porteurs d'un fragment du vécu de la vie du patient, la famille, les soignants en règle générale, pas simplement les médecins, etc., etc. Et donc, toujours travailler avec cette idée d'aller interroger la constellation pour véritablement interpréter les signes au mieux. Et dit-il, voilà, c'est avec ces 3 fonctions que on produit une fonction contenante, et là encore, dit-il, le but c'est quoi? C'est de créer de l'autophorique, et l'autophorique, ça veut dire que le sujet se porte tout seul. Donc on revient encore à cette idée de base qui est que le premier objet du soin, c'est de créer le prendre soin autonome et de faire en sorte qu'on est le médecin de soi-même. Bon. Ensuite, vous avez toute une deuxième leçon qui est quand même là encore très très proche de ce qui est enseigné dans la psychothérapie institutionnelle. C'est, dit-il, le fait d'aller concurrencer sans cesse, alors il dit enrichir, d'aller concurrencer sans cesse la hiérarchie statutaire. Donc on revient encore à cette maladie de l'institution, mais lui il ne dit pas ça, hein. La hiérarchie statutaire, par quoi? Par la hiérarchie subjectale. Donc, qu'est-ce que c'est que la hiérarchie subjectale? C'est tout simplement la hiérarchie qui est donnée par le patient. Et là aussi, vous vous souvenez, Oury qui raconte très bien ça, avec le fait que si le patient il veut aller discuter avec le cuisinier, il va discuter avec le cuisinier. Et ça veut dire que le soin, il passera par là, que le tuteur de résilience à ce moment-là, c'est le cuisinier. Et qu'il faut permettre, bien évidemment, qu'il aille discuter avec le cuisinier. Donc ça veut dire que les cuisines ne sont pas fermées, etc. etc. Bon. Là, c'est pareil. Là, il ne parle pas de la cuisinière, mais il parle de je ne sais plus qui. Et ça veut dire qu'elle aussi, elle a sa place dans la constellation, et que tout l'enjeu, c'est encore une fois le partage de la fonction soignante. Là aussi, l'enjeu, c'est, on avait vu ça tout à l'heure dans un des textes avec la communication agie, lui il appelle ça le langage du corps. Il dit d'ailleurs que celui qui lui a appris la nécessité de comprendre, d'aller apprendre à lire l'image du corps, apprendre à lire l'image du corps, c'est quelque chose que lui a enseigné Oury, où précisément il raconte
où il était dans le bureau de Jean Houry à Laborde en 1976, et puis donc il suit comme ça une séance où Jean Houry est avec un schizophrène, et puis il va pour raccompagner le schizophrène à la porte, et Houry dit-il, ne vous inquiétez pas monsieur, votre main va partir avec vous, alors que rien n'avait été dit, et il dit, j'ai compris à ce moment-là que par l'attitude corporelle, Houry avait compris qu'il y avait un phénomène d'effondrement du sujet, de morcellement, et que le patient, entre guillemets, était en 1000 morceaux, et qu'il s'agissait, bien évidemment, à ce moment-là, d'assurer la fonction contenante. Et je me suis dit, mais comment il a vu ça? Et moi, il faudra absolument que je me dise, mais comment je peux voir ça, alors que, bien évidemment, ça ne se voit pas. Hein, mais bon, comment je pourrais comprendre cela? Et donc, résultat, ça va être, là aussi, son invitation, dit-il, à ce qu'il appelle faire avec. Le faire avec, c'est qu'à un moment donné, voilà, j'avais compris assez rapidement que lorsqu'il y a un risque, on ne tient pas des discours aux gens, on s'expose avec eux. Et que pour débloquer certaines situations, notamment avec les infirmiers qui se bloquent, etc., sur différentes choses, hein, il n'y a pas que les patients qui se bloquent, c'était de participer aux activités que les infirmiers proposaient aux patients et qu'il fallait faire avec. Et donc on renvoie encore une fois à cette idée d'une expérimentation forte et comment nous pouvons créer des lieux où à la fois une relation transférentielle se fait et où se passe de manière libre quand même cette expérimentation, se faire avec. Bon. Donc voilà quelques données. Il faudrait continuer, hein, bon, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à dire, mais on va faire une pause pour aujourd'hui. J'y reviendrai de toute façon, sans doute. Enfin non, j'y reviendrai, non pas forcément la semaine prochaine, mais à d'autres moments pour continuer à voir ces questions de la psychiatrie actuelle et surtout de ce que la psychiatrie, entre guillemets, comment elle se révolutionne elle-même et comment elle peut révolutionner le soin en règle générale. Voilà. C'est à vous pour les quelques questions